poser pour bientôt, donc je vous rassure, mais on va faire un jeu de questions-réponses assez dynamique, hein, puisqu'on a eu beaucoup de questions. Il y en a à peu près une trentaine. On les a filtrées, et puis je vais essayer effectivement de les regrouper pour poser, je dirais, des questions un peu plus larges à nos intervenants. Alors, je vous demanderai simplement, mesdames et messieurs qui sont assis dans des beaux fauteuils, de répondre le plus précisément possible et, si possible, évidemment, le plus courtement, mais rien n'empêche à quelqu'un de lever le doigt aussi et de poser sa question. D'accord ? Alors, je voudrais juste rassurer tout le monde. En fait, nous ne sommes pas du tout en retard. Simplement, nous avons commencé avec un peu de retard. Mais nous sommes seulement 2 heures après le commencement de cette réunion, donc tout va bien, voilà. Et je vous remercie encore d'avoir respecté strictement vos temps de parole. Voilà. C'est aussi un message pour les suivants, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, au niveau des questions, donc, well, you've got translation, have you? It's fine for you? Okay, I can speak French, so it's okay. Bon, il y a donc une question, alors, à tout seigneur, tout honneur, qui là va commencer. Donc, je vais regrouper. En fait, je n'ai plus besoin de la tablette. Alors, je vais regrouper plusieurs questions. La question numéro 8, donc pour la logistique, c'est la question numéro 8, numéro 16 et numéro 25. For you, Kila. Donc, la question est la suivante. Les marchés mondiaux sont relativement agités, chaotiques même, effectivement. Et donc, quels peuvent être les avantages et inconvénients du Maroc, finalement, à se pluguer alors sur ce type d'économie? Et la question corollaire, puisqu'il y en a d'autres, hein, la 16, la 25, qui disent finalement comment contrôler les inflows and outflows quand effectivement on est une économie comme celle du Maroc, mais d'autres économies émergentes ont le même problème. Merci, Kila. So thank you very much. I was looking at some statistics of Morocco and the region before I arrived, and I was noticing that, so for example, on something like the loan-to-deposit ratio, Morocco does not seem very highly leveraged in the way that some developed countries are, and also in some of the indicators of systemic risk that I described, for example, a reliance on foreign savings or mismatches in foreign exchange between savings and liabilities. Again, Morocco and the region does not seem exposed in the same way as other emerging markets, for example, in Eastern Europe. But there are two ways to see this information. Maybe it does not seem exposed because Morocco is incredibly good at managing the risk it faces. Or on the other hand, maybe it's not exposed because it remains still not very integrated in financial markets. So the question is if you become more integrated, how to manage this integration without exposing the country to some threats that may be associated with a volatile global financial system. And it's not a trivial question. If you look at the experience of my own country, South Africa, or Brazil, how to manage these very big in and outflows of capital is quite challenging. So I don't know if some of you will know about the annual assessment that the IMF does of many countries. It's called the Article 4, and it has the summary at the front, and it also always used to be the case that when these assessments were of developing countries, it would say, regarding financial openness, it's important that the country opens, as much and as soon as possible. And this line from the IMF really transformed, I think, both in terms of the speed of integration, but also on some specific measures such as capital controls. They used to be really against it, and now I think they see it as a relevant tool if it's temporary and targeted in some cases. So this is now my opinion, not the official line of the World Bank, but I think it's very challenging to manage this integration. And the example of China is an interesting one in that maybe the lesson is to
open gradually, not too quickly, and to have some of these measures in hand. So, for example, I mentioned macroprudential regulations, and this could not only be sort of counter-cyclical credit controls within the economy, but also some measures to try and prevent very hot inflows and outflows of capital. Okay, so if I understand well, there is no more the one-size-fits-all mechanism, I would say, supported by the IMF and the World Bank. Well, I think it's a good point. Je vais le dire en français, mais je pense que dans la perspective de la place financière CASA 2020, je pense que ce point est assez essentiel. Alors, Anas n'est plus présent avec nous, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il doit avoir bien en tête. Ok, merci beaucoup, Kila. Alors, toujours je dirais dans une perspective de développement et de croissance. Alors, il y a quelques questions assez précises pour M. Raoult au sujet, en fait, je dirais, du développement, comment sortir de l'attentisme, etc. Et en particulier, donc, alors pour la logistique, il s'agit vraisemblablement des questions, si je ne me trompe pas, 17 et 20. Il y en a une très précise que la salle veut vous poser, c'est quel dispositif est mis en place au Maroc pour supporter, enfin pour accompagner les entreprises innovantes ou les projets innovants? Alors pour les projets innovants, hein, je pense que c'est une problématique qui est posée de façon globale, puisque en matière de budget, recherche et développement, les entreprises marocaines ne sont pas à des niveaux relativement importants. En matière d'encouragement à l'innovation, là encore, les dispositifs existent mais sont insuffisants, donc il y a des efforts à faire. Et d'ailleurs, dans les recommandations du Conseil économique et social de l'année 2013, un rapport en particulier précisait qu'il fallait mettre en place des mécanismes du type crédit impôt recherche au bénéfice des entreprises pour que les entreprises créatrices soient encouragées et que ça ne soit pas réservé. Les mécanismes d'aujourd'hui sont restrictifs que pour des entreprises qui démarrent, mais aussi pour des entreprises installées. Alors il y a des mécanismes qui ne sont malheureusement pas très utilisés, qui existent, de l'aide à l'innovation. Il y a en particulier sur les technologies de l'information aujourd'hui un soft center qui existe à Rabat et qui a pour vocation d'aider les entreprises qui démarrent de nouveaux projets en la matière de bénéficier de financement et d'apports de chercheurs venant du monde universitaire. Donc ces mécanismes commencent à se mettre en place. Ils ne sont pas suffisants, hein, tout le monde en convient. C'est un sujet qui interpelle l'économie marocaine de façon générale. On est une économie d'ailleurs, il y a un ratio qui a été mesuré récemment, qui montre que l'offre du Maroc vis-à-vis de l'étranger, l'offre exportatrice rapportée à la population est 2 fois ou 3 fois moindre que des pays similaires comme la Tunisie ou des pays un peu plus développés comme la Turquie. Donc il y a une problématique de diversification de la production, de l'offre destinée à l'exportation qui passe par la recherche et développement et les mécanismes aujourd'hui ne sont pas suffisants. En tout cas, c'est un sujet évoqué par le Conseil, pris en compte par le gouvernement avec des idées comme le crédit impôt recherche qui pourrait peut-être, s'il était mis en place dans la loi de finances prochaine, encourager davantage les choses. D'accord. Alors il y a un corollaire, en fait, moi en tout cas j'associe la question, je dirais 20, qui est le risque immobilier. C'est-à-dire en fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement lorsqu'on ne fait pas assez d'innovation de tomber dans un autre risque qui est simplement que l'économie tourne beaucoup autour de l'immobilier finalement. Et là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé, parce qu'on le voit partout, en fait, on le voit même à Casablanca, hein, on voit bien qu'effectivement l'immobilier absorbe beaucoup de capacités. C'est une vraie question hein, que les banques d'ailleurs ont relevé déjà, que moi-même j'ai eu l'occasion d'exposer même devant les professionnels de l'immobilier pour dire que nous sommes au tiers des financements bancaires qui sont réservés au secteur de l'immobilier. On a à peu près 630 milliards de financements bancaires, dont 200 et quelques partent à l'immobilier, 1 tiers pour les promoteurs et 2 tiers pour les acquéreurs.
Alors ça pose la problématique d'une bulle éventuelle, si on ne fait pas attention. Le secteur ne peut pas évoluer plus vite que le reste de l'économie. Donc nous faisons attention aujourd'hui, sans qu'il y ait des restrictions, évidemment en matière de crédit, mais à doser le financement de ce secteur pour qu'il ne prenne pas le pas complètement. Nous pensons même, c'est ma conviction personnelle, que le ratio actuel ne doit pas être dépassé. Donc désormais, les crédits à ce secteur doivent évoluer en même temps que l'ensemble des crédits. C'est-à-dire s'il n'y a pas une accélération de l'économie, il faut peut-être ralentir ce secteur pour qu'on ne crée pas de bulle spéculative. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de bulle valeur aujourd'hui. Les problématiques de mévente ou autres qu'il y a sur un certain nombre de segments ne sont pas un vrai risque macroéconomique pour le pays. C'est des choses relativement qui peuvent s'écouler dans le temps, mais on ne peut pas, évidemment, on a connu des taux de progression de l'ordre de 20% sur ce type de crédit dans les années qui sont passées. Il faut atterrir un petit peu, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer. Ce type de financement est en train de se rapprocher de l'évolution des crédits globaux, donc ce qui est une bonne chose. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que l'économie marocaine accélère. Le niveau aujourd'hui n'est pas suffisant pour résorber la pauvreté, pour résorber l'écart de richesse par rapport au niveau souhaité, pour résorber même les inégalités à l'intérieur même de l'économie. Ce n'est qu'une croissance forte qui permet de réduire les économies, parce que penser qu'à croissance faible, on peut redistribuer différemment, ça va être relativement difficile. Et donc une accélération de l'économie permettra à ce secteur de retrouver une dynamique favorable. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, Anas citait le cas de l'Espagne, qui effectivement a relativement mal géré quand même ce transfert en fait vers je dirais, une brain economy que vous citiez. Si vous permettez, sur le cas de l'Espagne, je rejoins ce qui a été dit aussi tout à l'heure sur l'analyse des risques de base, le risque élémentaire ou le risque du sous-jacent. Quels que soient les modes de financement qu'on fait par la suite, il ne faut pas oublier qu'il y a un sous-jacent économique qui correspond à l'économie réelle. L'Espagne construisait pour le monde entier. Il fut un temps où il se construisait en Espagne plus que ce qui se construisait aux États-Unis. Il est évident qu'une analyse primaire permettait de dire et de pointer ça du doigt. L'offre mondiale ne pouvait pas être destinée ou orientée vers le marché espagnol à l'infini. Donc une analyse élémentaire pouvait prévoir ce type de risque. Malheureusement, on l'a dépassé. Au Maroc, on n'en est heureusement pas là. Aujourd'hui, l'écart entre les logements construits et le besoin est encore relativement en faveur de la demande, si je puis dire, qui est encore forte, et donc il n'y a pas ce type de risque. Absolument. Merci beaucoup. Et puis ça me fait une bonne transition donc, pour Jean. Là encore, question 15 et 27, alors, qui tournent autour du risque, mais qui tournent plutôt, me semble-t-il, autour du risque dans le sens opportunité ou tourné vers la croissance. Donc je reformulerai en fait ces deux questions de la manière suivante. Jean, comment faire en sorte que la gestion des risques dans une banque, en fait, soit un outil de croissance ou de développement et non pas seulement un outil de contrôle? Ça, c'est une vaste question. Et ton opinion, alors? Comment? Et ton opinion, donc, sur cette vaste question. Après, donc, non, le 27 est beaucoup plus précis, mais je pense qu'on le 27, pourra voilà. Bon. Voilà. Non, sur le... Donc, la question... Si vous pouvez 15, voilà, la 15 plutôt, préférable. Bon, elle n'apparaît pas, bon, qu'importe. Mais la banque, je dirais, au quotidien, journellement, elle fait de la gestion des risques financiers. Ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, c'est et que Hamid aussi a souligné, je pense, ce qui est très important, c'est que une bonne gestion ALM, c'est la clé pour une banque pour être à la disposition de ses clients et faire en sorte que c'est bien un outil et un moteur de développement pour l'économie. Alors comment on gère les risques financiers? Eh bien, c'est tout le cœur du système d'une banque. Il faut, quand on est une banque qui repose pour partie sur le marché, il faut essayer de déterminer quelle est l'empreinte optimale de marché.
Vous pouvez, jusqu'à un certain point, emprunter auprès des investisseurs. Et puis, il y a un certain moment où vous ne pouvez plus. Parce que l'investisseur estime que vous empruntez trop, et donc il vous oblige à payer plus cher, et donc vous êtes dans une situation de non-compétitivité vis-à-vis de la concurrence. Donc il faut essayer de déterminer quelle est l'empreinte de marché à court terme, à moyen terme et à long terme que vous pouvez avoir, et à partir de ce moment-là, allouer ces capitaux en acceptant une transformation modérée à vos clients. Tout ceci, comme l'a rappelé Hamid, en faisant en sorte que le pricing des risques soit bien effectué. L'une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est que j'échangeais avec certaines personnes ce matin, quand on voit que le pricing, les marges des crédits d'équipement à moyen terme sont de l'ordre de 50 centimes, eh bien on sait bien que là, ils sont mal pricés. Donc il n'y a pas le pricing du coût de liquidité, il n'y a pas le pricing du coût du risque intrinsèque, et il faut faire très attention. Donc c'est le rôle de la banque d'essayer d'optimiser par une gestion ALM la plus sophistiquée possible les risques financiers qu'elle prend. Elle prend des risques tous les jours, elle emprunte, elle prête, c'est ça son rôle de banquier, mais il faut le faire de manière optimale, en recourant pour partie au marché, pour partie au dépôt, en ayant des hypothèses de conventionnement après des dépôts, c'est-à-dire de stabilité relative des dépôts, qui permettent de construire un socle à partir duquel on peut faire des crédits. Alors si je te comprends bien, même si ça ne fait pas faire plus à la banque, ça lui fait faire mieux, c'est ça, et donc plus durable. Ben c'est déjà ça. Je veux dire, une économie forte, elle a besoin d'un système banquier sain. C'est fondamental. Une économie ne peut pas fonctionner sans un système financier sain. Donc le problème des banques, le problème des économies, c'est de faire en sorte que les banques, dans un pays comme le Maroc, c'est très important parce qu'elles assurent une fonction d'intermédiation absolument clé, il faut que les banques soient saines. Mais aussi, c'est tout un processus d'éducation. On a malheureusement, l'une des raisons un peu annexes de la crise de 2007 aussi, est que on avait exactement le même phénomène que celui que je viens de décrire en France et dans certains pays de la zone économique européenne en 2005, 2006, 2007, c'est-à-dire un mispricing généralisé des crédits, à tel point que le gouverneur de la Banque de France, qui s'appelait à l'époque Jean-Claude Trichet, avant qu'il devienne gouverneur de la BCE, était intervenu pour essayer d'imposer au conseil d'administration des banques un minimum de marge sur telle ou telle catégorie de clients, pour montrer à tel point comment les banques mispricaient leur... Mais il faut aussi que les clients comprennent, et je crois que là-dessus, il faut faire beaucoup de pédagogie avec les clients, que les banques, le coût de la liquidité, c'est le coût de la matière première, que la liquidité a un coût, et qu'on doit facturer aux clients le coût de la liquidité, enfin le coût d'accès à la matière première, plus le coût du risque, plus une marge, et c'est ça qui doit permettre un fonctionnement optimal de l'économie. Dans l'économie américaine, il y a une différenciation extrême en fonction de la qualité des crédits entre les pricing, parce qu'ils rémunèrent aussi la qualité du risque que vous prenez. Alors pour moi, tu parles d'or, si j'ose dire, puisque c'est le seul moyen aussi, me semble-t-il, et Dieu sait si j'en suis partisan, de relancer un peu de titrisation. C'est un peu le problème. Parce qu'il est clair que vous ne pourrez jamais aller dans les marchés avec des objets mispricés, ça on le sait parfaitement. Et d'ailleurs, ce cas-là se repose un petit peu en France, où effectivement le marché est un peu bloqué à cause de ça. Donc là, vraiment, je pense que c'est fondamental. Je crois que tu as parfaitement résumé avec l'idée que la banque doit rester saine dans sa façon de traiter les clients. Voilà. Mais la relance de la titrisation en Europe, et par exemple en France, elle passe par ça. C'est-à-dire les crédits immobiliers en France, qui sont aussi très importants, un peu moins que ceux que vous indiquez au Maroc, ces crédits immobiliers, ils sont sous-pricés.
Alors après, il y a d'autres mécanismes qui permettent de facturer le consommateur, mais les pricing en eux-mêmes sont trop bas. Et par conséquent, il n'y a pas la place, quote unquote, pour faire une titrisation. Mais merci beaucoup, Jean. Hamid, tu n'éviteras pas quand même certaines questions. Il y en a beaucoup concernant la CDG, donc c'est à la fois pour Anas et pour toi. Alors, moi, je vais t'en poser une vraiment qui me semble être au cœur de cette histoire et de tout ce que tu as décrit. Et là encore, je vous encourage à... Alors, je suppose que toutes les planches seront sur le site, et je vous encourage vivement à reprendre ces planches, alors vraiment de chacun des intervenants, parce qu'elles sont très riches, et notamment, me semble-t-il, il y a vraiment matière à prendre du temps, pour bien les comprendre. Alors, il y a quand même quelque chose que tu as mentionné, et qui me paraît au cœur des questions. Alors là, il y en a beaucoup, 18, 28, 29, ça passe aussi par la finance islamique. L'idée, je la résumerai de la façon suivante. Comment sortir de cette spirale, je dirais, qui en plus, qui s'accélère en fait d'un État qui finalement absorbe tout, voire au-delà de l'épargne, et qui finalement crée une question finalement au niveau des marchés que tu décrivais. Comment sortir les marchés de leur léthargie, entre guillemets, ou de cet attentisme? Là encore, Hamid, si tu peux être vraiment to the point, si j'ose dire, c'est-à-dire, et pas de langue de bois, Comme je disais tout à l'heure, j'ai appris beaucoup de choses de Jean, donc la langue de bois, je ne sais pas faire. Il y a effectivement fait plusieurs choses que j'essaie un peu d'exposer. D'abord, une prise de conscience au fait qu'en continuant sans rien faire, au fait, nous amène nulle part. Alors, première chose, et donc c'est pour ça que c'était très important. Donc là, tu crois qu'on y est, c'est-à-dire c'est fini, on ne peut plus ne rien faire, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça, c'est le 11 hier. Février 2014. C'est très important. Comme on le disait tout à l'heure, les marchés capitaux sont très importants pour le financement de marché, mais les marchés de capitaux nous disent pas mal de choses, en fait. C'est un miroir. Donc il faut pouvoir justement avoir ce courage de regarder, d'écouter ce que nous dit le marché. Et c'est ce que j'essayais tout à l'heure de montrer, qu'on est arrivé à une situation où là, il faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Comme je l'ai mentionné, il faut agir sur les différents aspects, que ce soit concernant en fait, les investisseurs, les instruments. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de développer en fait, la titrisation, par exemple. Et la titrisation s'accompagne de facto par une appréciation de risque qui est nécessaire à la fois de la part des investisseurs, qui est nécessaire la part en fait aussi, je dirais, des émetteurs qui ne doivent pas considérer, je dirais, ça comme juste, j'allais dire, une fuite contrainte des banques, pour dire, voilà, je vais aller dans les marchés de capitaux pour éviter de donner de l'information, ce qui est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas très sain, et puis qui est aussi, en fait, assez importante pour aussi remettre en cause les pricing qui ont été effectués par les banques. Parce qu'il y a certains portefeuilles, justement, quand on les regarde et quand on essaie un peu de les titriser, on a du mal, au fait, à avoir un rendement de ces portefeuilles-là, je dirais, cohérent ou supérieur par rapport à un rendement d'État. On arrive, au fait, à avoir des portefeuilles de crédit immobilier qui ont un taux inférieur, au fait, à taux d'État. Donc ça pose un problème. Donc il faut que tout le monde comprenne que ces sujets qui peut-être pris séparément peuvent paraître pas aussi importants que ça, mais c'est l'accumulation de ces différents sujets, que ce soit le pricing d'un côté, parce qu'on sait que la pression de la concurrence fait que on essaie de décrocher un crédit et que, de toute façon, comparé à notre coût de ressources moyen, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est confortable, mais la réalité, c'est qu'on est en train, petit à petit, de créer en fait, un blocage au niveau du système globalement, et donc les difficultés pour se financer l'avenir d'une manière assez durable. Donc, à la fois du côté des banques au niveau du pricing des assets, au niveau des investisseurs, avoir une véritable culture de risque. J'en mentionnais tout à l'heure qu'il faut que la banque ne perde pas, je dirais, ce qui fait sa raison d'être, c'est-à-dire son analyse de risque. Il faut absolument, quel que soit l'exercice de mutualisation ou de partage des risques, il faut absolument qu'elle ait cette maîtrise du risque de base. Mais je dis aussi, pour les investisseurs, il faut aussi que les investisseurs développent en fait, cette capacité d'analyse de risque, pas uniquement, j'allais dire, en termes de variables mathématiques, mais aussi, pour certains instruments, d'avoir cette culture de risque concernant en fait, le sous-jacent. Et puis, bien sûr, de l'autre côté... Mais ne faut-il pas aussi que l'État lui-même diminue, quelque part?
sont... C'est effectivement... Tu vois, le recours finalement à l'épargne domestique. C'est une vraie question. Alors, celle-ci, mon ordinateur est un peu en panne, là, mais les dernières questions portent là-dessus. Et notamment le rôle de la CDG aussi, qui accompagne visiblement aussi ces projets d'État. C'est effectivement, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi, il y a certains projets, au fait, qui sont sous la responsabilité, qui peuvent, à travers ce que je disais tout à l'heure, à travers les PPP, le système de PPP, permettre justement de partager les risques et donc de faire rentrer des opérateurs privés, des investisseurs, en fait, privés, pour pouvoir financer ces projets-là. Je pense que là, c'est un des axes. Et bien sûr, l'autre axe qui est de faire appel au financement extérieur, mais je ne veux pas que ça se limite uniquement à ça, parce que les questions, c'est aussi d'optimiser, je dirais, les investissements d'État. D'accord. Donc tu penses qu'il y a encore un travail quand même d'optimisation et d'allocation, si je comprends bien, de cette épargne, on est d'accord, avec effectivement toute une éducation et une prise en compte de risques, plus un repricing finalement, parce que finalement tout le monde dit un peu pareil. C'est-à-dire on est un peu au bout de, je dirais, du quantitative, je dirais, pricing. Oui. D'accord. Très bien. Ben, espérons donc que tout le monde vous écoute. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, il y avait une question dans la salle. Est-ce qu'on peut la prendre, Hamid? C'est toi qui dis. Parce que le monsieur a demandé depuis un petit moment. Donc, c'est vraiment un risque opérationnel, hein, comme dirait Jean. Voilà, donc c'est un risque opérationnel et je crois qu'il faut le traiter, hein, comme tout risque opérationnel. Donc voilà, monsieur, excusez-nous pour la tablette. Merci à vous. Je remercie la tablette. Serah, vous avez dit quelque chose de très intéressant à la fin de votre intervention, que la prise de risque est une activité humaine. Alors, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du risque et de l'éthique? Le risque et le développement durable, le risque et la solidarité communautaire, qui sont les fondements même de la finance islamique dans sa politique de partage des risques, de la responsabilité et des résultats, et qui fait toute la nuance avec la finance participative pure et dure. Et je voudrais demander à tous les intervenants de me dire ce qu'ils pensent de la finance islamique. Alors, en un mot, à ce moment-là, je vous remercie pour votre question, parce qu'effectivement, il y en avait beaucoup, hein, donc là-dessus. Mais en un mot, alors. Enfin, moi, j'ai tendance à considérer que il n'y a pas de finance éthique et de finance non éthique. Donc, on ne peut pas catégoriser tel type d'activité financière comme étant plus éthique que l'autre. L'éthique est portée par les actions humaines qui sont la décision d'investir, la décision de financer, la décision d'accompagner. Après, on est dans des logiques de morale qui sont au-dessus, à mon avis, du mode ou du recours. Maintenant que certains mettent dans l'éthique le fait de financer, par exemple, telle activité et pas telle autre, ça relève des convictions religieuses de chacun et, à mon avis, ça doit déborder du cadre de la finance proprement dite. Pour moi, qui dit finance correcte dit éthique par définition. Vous parlez de développement durable, etc. Bon, le temps manque en matière de gestion de risque, mais je pense que personnellement, en termes de développement, ça interpelle le Maroc. Il est évident qu'il faut avoir une logique économique derrière tout ça, que les logiques de développement durable doivent être là, mais qu'on n'atteigne pas un certain nombre d'extrêmes, comme certains pays l'ont fait, où la règle de prudence, ou l'excès de prudence, ou le fait d'inscrire le principe de précaution, même au niveau de la morale, empêche l'innovation. Par définition, l'homme avance par des prises de risques et des tests, que ça suppose des risques, et que ces risques-là, il faut les assumer, les gérer, mais considérer qu'on ne peut pas avancer sans avoir tout mesuré par définition au départ, c'est pas une bonne chose. Je pense que ça doit nous interpeller aussi, que quelque part, à travers le monde, hein, ceux qui poussent aujourd'hui le principe de précaution le plus loin sont ceux qui ont les taux de croissance les plus faibles. Donc ça doit quelque part nous interpeller. Et à mon sens, l'éthique, la précaution doivent rester indépendamment du mode de financement, mais ne doivent pas non plus devenir des sortes de religions qui nous empêchent d'investir, de prospérer et de prendre des risques.